Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de cette année-là. Cette année-là, on va partir en 1983 cette fois-ci pour parler de... Je vous montre la couverture de ce magnifique numéro d'éléments. L'État, pourquoi faire ? Pour en discuter, j'ai autour de moi une équipe de choc. J'ai bien sûr notre ami Olivier François. Bonjour Olivier. Bonjour, très bien. Notre ami Christophe Maxime aussi, qui va nous faire... On parle tout à l'heure, mais Christophe va nous faire quelque chose. Bonjour. J'ai le plaisir d'avoir Daoud Borghezala. Bonjour Patrick. Bonjour Daoud. Et notre ami Rodolphe Carte, qui ont tous étudié ce numéro. Beaucoup n'étaient pas nés à cette époque-ci. Si vous êtes qui était pas né Tout le monde était né en 83 ? Nous deux. Ah, d'accord. Alors nous, on avait 5 ans. On avait 5 ans, exactement. On ne lisait pas encore éléments, mais Moi, je ne dis pas, on mais bon. lisait oui. Alors, en 1983, mon cher Christophe, il s'est passé plein de choses. Vous allez nous faire un petit résumé de cette année pour nos jeunes téléspectateurs. Il s'est passé beaucoup de choses, évidemment. Donc, moi, je vous fais mon petit panorama de 83. Juste pour revenir sur le concept de l'émission. Donc, cette année-là, nous nous attachons à un numéro, un ancien numéro d'éléments d'une année précédente. Donc là, nous sommes pour ce numéro d'éléments qui est le numéro 44, je crois. 44, 44. Oui. Excellent. C'est janvier-février 1983. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à aller voir sur le site. On peut se le procurer. Oui, on peut se le procurer en PDF. Hein. La couverture est superbe. Mais déjà à l'époque, la couverture, même si c'est pas vous qui vous occupiez, n'était pas vous. Non, contrairement à maintenant, la couverture, le numéro est très beau et la couverture est tout à fait impressionnante. Alors nous sommes donc ce numéro début 83. Alors en 83, qu'est-ce qui se passe ? Une petite fenêtre, un petit panorama. Alors en politique générale, on est en plein Reagan. C'est au moment où Reagan dénonce l'URSS comme l'empire du mal. C'est à l'époque où Margaret Thatcher revient en Argentine parader après les Malouines de la guerre de 82. Au Moyen-Orient, c'est le foutoir, une fois n'est pas coutume, il y a la guerre Iran-Irak, donc l'épisode militaire Iran-Irak, plusieurs millions de morts. Oui, bien sûr, avec des armements, peu importe. Le Liban, c'est pas beaucoup mieux, puisque au Liban, c'est la période à Beyrouth, 83, des attentats contre les Français, mais c'est aussi à l'époque où Israël se retire de la zone sud, je ne sais plus, et qui occasionne une autre guerre interne entre les Druzes et les milices chrétiennes. Donc voilà, c'est un contexte un peu difficile. En 1983, Mitterrand devient quasiment presque atlantiste, puisqu'il est très pro-américain, et il déclare que les missiles sont à l'est, les pacifistes à l'ouest, donc ce pauvre Mitterrand. Et juste pour l'Amérique du Sud, c'est la fin de la dictature. Ça vous intéressera, Olivier, qui connaissait bien l'Argentine, bien sûr. Je connais très bien l'Argentine. Vous êtes quasiment né en Argentine, mais c'est pas une plaisanterie. Je suis pas né en Argentine. Mais t'es petit, voilà. Et donc c'est Raúl Alfonsín, le radical Raúl Alfonsín, qui remplace en fait la dictature de Videla. Je l'ai rencontré d'ailleurs. Vous avez rencontré Raúl Alfonsín, je lui ai serré la main quand j'avais 7 ans. Et c'est bien possible. Voilà. C'est bien possible. Oui. Au salon de l'agriculture de Buenos Aires. Je crois que ça n'est pas une plaisanterie. Pas du tout, en 86. Non, c'est vrai, le pire c'est que c'est vrai. Qui nous quitte en 83 ? Alors, un peu de deuil, De Funès, donc, en 1983, mais Louise Buñuel et également Hergé. Et quelqu'un qu'on aime bien ici, qui est René Fallet. Voilà, c'était juste pour dire ça. En matière de cinéma, on est dans le gros cinéma international. On a Star Wars, moi, j'aime pas ça du tout. Scarface de Brian De Palma. Il y a La Valse des Pantins de Scorsese. Fellini nous fait la Naveva. Les Monty Python, dont on parlait dans notre émission de numéro d'éléments, c'est l'essence de la vie. En France, nous avons le charmant Petit été meurtrier de Jean Becker. Il y a aussi une grosse actualité David Bowie, puisque David Bowie tourne dans Oshima Furio. Film ambigu. Oui, effectivement, c'est David Bowie. Il y a un film que j'aime beaucoup de 83 qui a eu l'Oscar, c'est un film de James Brooks qui s'appelle Tendre Patient avec Jack Nicholson qui a l'Oscar du meilleur film en 83. Voilà, des choses comme ça. En France, on a Papy fait de la résistance qui est très drôle, dans un registre un petit peu léger, un très beau Piala à nos amours. Voilà, c'est à peu près tout. En matière de musique, on est dans la période Michael Jackson à fond. David Bowie également, en plus de Furio, qui nous chante plein de choses, Let's Dance, etc. Ambigu d'ailleurs aussi. Pas vraiment, China Girl peut-être un peu plus. Voilà, on est énormément dans Rod Stewart. Patrick sera enchanté, on est très heureux. Il y a Rod Stewart et on est toujours heureux de voir ça. Bonnie Tyler, Genesis, voilà. Comme c'est un peu la nouvelle année, il y a U2 qui fait New Year's Day. Voilà, Indochine, voilà, qui est un groupe, peu importe, en France, qui pianote un petit peu. Voilà, puis pour finir sur un domaine... On entend encore Indochine. Oui, moi j'aime assez, moi je trouve ça pas si mauvais. Il serait anglais de Brighton, on trouverait ça génial. C'était une boum avec d'anciens élèves de Stanislas, on écoutait Indochine. Des proches en parlaient très bien. Après Raúl Alfonsín, voilà. Et juste pour finir sur une petite touche un petit peu plus sur les littéraires, c'est l'entrée de Léopold Sédar Senghor à l'Académie française, premier africain académicien français. Et puis il y a 2 livres de 83 que j'ai redécouvert. Il y a Femme de Solers,
Philippe Solers qui nous a quittés cette année. C'est un très beau livre, Femmes de Philippe Solers. Il y a aussi Jean-Baptiste Pouy qui nous parle de Spinoza et Hegel, mais je ne peux pas révéler le titre, il est trop grossier à l'antenne. Et juste pour terminer, le prix Goncourt est attribué à quelqu'un qui s'appelle Frédéric Tristan, que je connaissais mal, qui est un auteur très intéressant, qui est mort il n'y a pas longtemps. Et c'est un homme qui nous parle beaucoup de l'entre-deux-guerres. Donc Frédéric, peut-être un auteur à redécouvrir. Bon, voilà, j'en ai fini. Très bien, merci Christophe pour cette année 83. Nous, on va s'intéresser effectivement, c'est une question que s'est posée Élément. L'État, pourquoi faire? Et alors c'est très marrant parce que, sachant que l'analyse sur l'État, la critique sur l'État, chacun a la même analyse à l'époque, que ce soit les socialistes, le marxisme ou les libéraux. C'est, comme dirait, le capitalisme souffre non pas trop de marché, mais de trop d'État, formule d'Henri Lepage, le célèbre essayiste du libéral français, alors que Lénine expliquait « Nous nous assignons comme but final la suppression de l'État ». Et en 1983, nous sommes en pleine révolution libérale régano-thatchérienne, et c'est bien la revue Élément qui défend le rôle de l'État. Élément va mettre le doigt sur une formule qui va prendre ensuite l'ampleur chez nos amis souverainistes, qui en 83 n'existent pas encore, le souverainisme n'existe pas. L'État, depuis 2 siècles, n'a cessé d'évoluer dans le sens de l'individualisme et de l'économisation. Comme on l'explique très bien Alain de Benoît dans son édito, on en arrive ainsi à la situation présente où l'État fait ce qu'il n'a pas à faire, sans faire ce pourquoi il est fait. Au lieu de diriger, en fixant l'objectif à atteindre, sans intervenir à tout moment, il ne cesse de multiplier les interventions et ne dirige pas. C'est un peu, vous qui êtes un peu souverainiste, Rodolphe, c'est exactement ça. Le rôle de l'État, il faudrait peut-être le redéfinir avant de redevenir souverainiste. Justement, j'ai été très agréablement surpris en lisant le dossier, parce que c'est vrai, comme vous l'avez très bien rappelé, à l'époque, on a une critique qui peut venir autant des marxistes sur la notion de dépérissement, comme de la critique de la part des libéraux. Vous avez très bien rappelé avec Christophe que c'est les années Reagan, Thatcher, ce genre de choses. Et c'est vrai que au final, au fur et à mesure des articles, on se rend compte que la lecture qu'en faisait à l'époque des auteurs comme Alain de Benoît, Guillaume Fay ou même Pierre Vial, qui fait un très bel article sur l'orléanisme et qui rentre en écho avec le macronisme, justement, même si là, ça serait plutôt, comme disait Marx, sous l'angle de la comédie par rapport à la tragédie. Et justement, il y a une vision, à mon avis, très pertinente. Aussi, il y a un article déjà sur la critique de l'État-providence. Là aussi, pareil, dernièrement, je lisais un article de Stephen Smith, l'homme qui a écrit La ruée vers l'Europe, donc le déplacement démographique de l'Afrique vers le Nord, et qui montrait très bien qu'aujourd'hui, le dilemme des sociétés en Europe de l'Ouest, c'est un trilemme en fait. C'est cette alliance d'une immigration de masse, d'une culture individualiste, mais aussi de cet État-providence qui aujourd'hui va abreuver toute une flopée justement de primo-arrivants pour qu'ils passent dans une économie de consommation. Donc là, on voit bien que même sur ce point-là, Élément est en avance. Et comme vous l'avez très bien dit, après il y a des critiques et il y a entre guillemets une lecture qu'on connaît bien, qui est celle justement du mésilienne avec l'État, avec la tripartition souveraine, productive et religieuse et guerrière. Donc là, on retombe sur les bases de la nouvelle droite, mais par contre, oui, j'ai été assez interloqué ou en tout cas surpris par la prescience sur beaucoup de sujets. Par exemple, là aussi, on peut être un peu surpris. Guillaume Fay et Alain de Benoît vont se faire les défenseurs d'un État souverain et protecteur. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, on sent qu'il y a vraiment une attente. Le peuple, justement, ou les peuples nationaux ne veulent plus forcément d'un État-providence, mais ils veulent d'un État protecteur qui les défende sur le point de vue de l'insécurité, avec notamment l'invasion migratoire, mais aussi d'un point de vue, j'ai envie de dire, financier, par rapport aux délocalisations, ce genre de choses. Donc oui, c'est un dossier, à mon avis, très pertinent et qu'il faut relire. Oui, moi, pour rebondir sur ce que dit notre ami Rodolphe, c'est qu'en lisant le dossier, j'ai été étonné à quel point il y avait une prescience, et notamment des thèmes qui vont être traités par un certain nombre de sociologues dans les années 90 ou de critiques sociaux. Je pense par exemple à un essai qui était paru, je crois, fin des années 90, qui s'appelait Big Mother, où je crois que c'est Schneider, Michel Schneider qui avait écrit ce livre, qui m'avait marqué parce qu'il montrait que justement cet État devenant de moins en moins souverain, mais devenait de plus en plus protecteur, mais au pire sens du terme, en s'immisçant, et maternel, avec tout ce que ce terme peut avoir d'un peu étouffant.
On l'a vu pendant le Covid, on le voit dans la manière dont aujourd'hui l'État se sent obligé, notamment à l'école, d'éduquer les citoyens pour qu'ils deviennent de bons wokistes, de bons humanistes, qui ne soient pas homophobes. En fait, il intervient de plus en plus dans la vie quotidienne des Dans la vie Français. quotidienne, dans la vie privée, dans leur conception du monde, en imposant, mais ça c'est une vieille tradition républicaine, hein, toujours avec cette idée qu'il faudrait émanciper les gens pour créer un homme nouveau. Et ça, c'est quand même malgré tout une certaine tradition française. Et dans le dossier, le dossier d'éléments, on voit qu'il y a cette préscience aussi. On l'a traité aussi par la suite sur la question de la gouvernance. On n'a plus un État souverain, mais on a un État pris dans les raies de la gouvernance, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant. Et encore une fois, lançons des fleurs à notre revue. Élément a été prescient. Daoud, on a presque l'impression que, à l'époque, Alain de Benoît disait que on fonde la contestation de l'État, que ce soit les libéraux ou les socialistes, on débouche sur de l'étatisme, du totalitarisme. On est presque au niveau d'un gouvernement à la Macron aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, en lisant ce dossier, je me suis dit, tiens, en 83, on était un peu à la croisée des chemins, la fin d'un monde qui s'annonçait, on voyait bien que la guerre froide allait terminer. Il y a tout un article de Guillaume Fay, qui est une critique économique du réganisme, voilà, dont il annonçait la défaite. Et oui, finalement, Mitterrand et bientôt Fabius allaient mettre en place une sorte de socialisme patronal au pouvoir. Et pour reprendre vos réflexions sur l'État, il y a quelque temps, en regardant sans le son peut-être, de temps en temps par intermittence en mettant le son, la conférence de presse de notre président, finalement je me suis dit qu'on était arrivé à un modèle tribal africain, c'est-à-dire que chez Pierre Clastres, dans ses études anthropologiques, qui montrent que dans les sociétés dites primitives, la chefferie et le pouvoir sont des lieux complètement dissociés, c'est-à-dire qu'on va désigner un chef qui n'a aucun pouvoir et qui va passer sa journée à déblatérer, sans avoir aucune influence sur le réel, en fait. Il parle dans une espèce de logorée incessante. Et finalement, le chef a une sorte de lieu vide qui sert à désacraliser le lieu du pouvoir. Et bien là, on l'a aussi, à la faveur de pouvoirs supranationaux, l'impuissance du politique. On a un président qui nous explique qu'il faut faire une demi-heure de sport par jour. Et un pouvoir politique qui est un foutu de pacifier ne serait-ce que les centres de nos villes, sans parler des banlieues. On parle, dans l'article Alain de Benoît, Guillaume Fay parle de l'ère des managers qui est posée comme alternative à celle des Césars et censée faire de l'État le planificateur du bonheur public. Ça, je trouve que c'est remarquable. Et alors, je veux bien parler aussi, il faudra qu'on parle de l'article de Pierre Vial, oui, excellent, on va en parler. Sur l'orléanisme, parce que 83, c'est aussi le moment où, à travers justement des gens qui viennent de la deuxième gauche, on se met à retrouver l'œuvre de Tocqueville, parce qu'on oublie aujourd'hui, Tocqueville est considéré comme un classique, mais dans les années 70, au fond, en dehors de Raymond Aron et de Julien Freund, personne ne parlait de Tocqueville. Et Tocqueville, moi, il se trouve que j'ai lu il y a quelques années ses souvenirs, et qui sont tout à fait passionnants, alors qui concernent vraiment le 1848, mais où il parle de la monarchie de Juillet. Et il décrit l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe en disant, voilà, ce roi bourgeois, ce roi citoyen a été entouré d'hommes d'affaires, de gens qui voulaient transformer le pays en entreprise privée, en quelque sorte, en banque. Et c'est étonnant de voir d'ailleurs que Tocqueville, dans ce livre, dans ses souvenirs, que je recommande, hein, c'est en folio, quand il décrit Louis-Philippe, il décrit Emmanuel Macron. Enfin, il décrit une certaine manière de faire de la politique où, au fond, les intérêts privés, l'addition de ces intérêts privés remplace le bien commun. Et ça, j'ai trouvé tout ça tout à fait passionnant. Et sur les managers, c'est très vrai. Ça commence d'ailleurs un petit peu sous Giscard d'Estaing, hein, puisqu'on parle toujours. Oui, parce que Pierre Vial d'ailleurs, il en parle. reprend cette phrase de Giscard qui disait être un bon gestionnaire de la France, qu'il entendait être un bon gestionnaire de la France. Ou même la nouvelle société de Chaban-Delmas et Jacques Delors. Oui, dans le même principe. On avait déjà ça à ce moment-là. Ça me fait penser, excusez-moi de faire une citation, puisque c'est un de nos films préférés, je crois, nous sommes quelques-uns à beaucoup aimé, dans La Maman et la Putain, à un moment donné, à propos de Nouvelle Société, Jean-Pierre Léaud, enfin Alexandre, que joue Jean-Pierre Léaud, dit au fond, autrefois, les femmes se retournaient au passage des militaires, aujourd'hui elles se retournent au passage des cadres avec leur attaché-caisse, c'est la Nouvelle Société. Donc il pointait déjà Jacques Chaban-Delmas, et les cadres avec leur attaché-caisse sont aujourd'hui au pouvoir, hélas.
Rodolphe, dans l'article Guillaume Fay et Alain de Benoît, il expliquait que ce qui serait important, c'est de s'attacher à redéfinir une idéologie de la souveraineté. Car si aujourd'hui les souverainistes sont pour un Frexit ou le Brexit anglais, cela ne changerait strictement rien si l'administration européenne était changée par l'administration française ou l'administration anglaise. En fait, c'est le retour de l'État. Redéfinir ce qu'est un État, c'est peut-être la chose la plus importante en premier. Oui, mais justement, quand Olivier évoque cette monarchie de juillet, il y a un livre qui est assez intéressant que j'ai lu dernièrement, qui est le livre du fils d'Emmanuel Todd, David Todd, sur l'identité économique de la France. Et au moment de la monarchie de juillet, on a véritablement l'identité économique de la France qui se dessine et qui est celle du protectionnisme contre le libre-échangisme venu d'Angleterre. Et aujourd'hui, la phrase que j'ai citée au début de l'émission sur Karl Marx, on est véritablement dedans, c'est qu'à l'époque, il a pu avoir une bourgeoisie nationale qui avait des intérêts nationaux. Et c'est vrai que la bourgeoisie était plutôt, pas vindicative, mais disons qu'elle allait de l'avant. C'était la bourgeoisie des chemins de fer, des grandes industries, ou en tout cas qui essayait véritablement de doter la France d'une puissance industrielle. Même de l'autre côté du Rhin, on avait des penseurs comme Friedrich List, des penseurs du protectionnisme qui vont considérer, et on a l'unification italienne avec le Risorgimento, on a la fameuse création d'un bloc historique entre la bourgeoisie lombarde et les grands propriétaires du Sud. Donc à l'époque, on avait véritablement des bourgeoisies qui étaient attachées, ou en tout cas, bon, c'était des intérêts matériels bien évidemment, mais qui étaient attachées à leur nation. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, le pire dans le macronisme, c'est qu'en plus, cette bourgeoisie, elle est apatride, et ses intérêts ne sont plus attachés à leur pays. Il y a une expression marxiste pour le coup qui est assez pertinente, qui est la notion de bourgeoisie comprador, qui a été beaucoup utilisée notamment en Amérique du Sud ou même en Chine par exemple. Et aujourd'hui, on est véritablement dedans, c'est qu'on peut même, on est dans un moment, à mon avis, qui est avec des parallèles au moment de la monarchie de juillet qui sont assez intéressants, mais par contre, j'ai envie de dire que c'est encore pire. Et par contre, comme l'a dit Olivier, la monarchie de juillet débouche sur le réveil des peuples. Il ne faut pas trop idéaliser cette bourgeoisie nationale. Voilà. Oui, non, mais bien sûr. Elle voulait déjà se servir de l'État comme d'un instrument d'enrichissement. Mais disons que bon, elle était quand même largement plus estimable que la nôtre. Bon, et par contre, comme vous l'avez très bien dit Olivier, en 1848, il y a la révolution des nations. Donc espérons qu'après le macronisme, le réveil des peuples européens, et aujourd'hui, comme on l'a vu par exemple avec les manifestations agricoles qu'on voit en Allemagne, alors bon, c'est comme d'hab, sur quoi ça détournera, mais bon, on voit quand même que même d'un point de vue électoral, on a quand même un réveil des peuples. Alors espérons que ça finisse justement dans un réveil des peuples européens. C'est ce que dit Pierre Vial, et c'est assez révélateur. Il dit, je le cite, « La révolution de 1830 a mis au pouvoir une bourgeoisie qui considère qu'elle doit continuer l'évolution engagée de 1789, c'est-à-dire établir une échelle de valeurs politiques, sociales, culturelles, en tête desquelles figure la réussite économique qui justifie toutes les autres. Le personnel orléaniste se recrute dans la haute bourgeoisie, mais cette haute bourgeoisie prend soin d'asseoir son pouvoir sur une base sociologique, la moyenne et la petite bourgeoisie. » On a l'impression d'être chez Macron, là. Sa ministre Amélie Oudéa-Castéra. Oudéa-Castéra, qu'est-ce qu'on peut penser de cette femme, en dehors de la polémique sur Stanislas, une ancienne joueuse de tennis je ne sais pas si elle était de grand rang d'ailleurs. Voilà, mais en fait, oui, je pense que chez Macron, la base sociale, ce serait intéressant d'ailleurs de voir si la base sociale macronienne est la même que la base sociale de Louis-Philippe. Je vois ce que j'appelle les normopathes, en effet, c'est une certaine petite bourgeoisie. En votant Macron, en fait, c'est une manière de se distinguer du reste de la population, alors même qu'elle aurait plutôt des intérêts communs avec les classes populaires. Mais elle tient absolument à voter Macron pour prendre le train en marche en ayant l'impression que ça va l'élever socialement. Alors qu'en fait, elle est appauvrie par la population. On est aussi à un moment aujourd'hui particulier de l'histoire par rapport à la pyramide des âges. C'est-à-dire que les baby-boomers sont devenus des papy-boomers, qui est la base de l'électorat de Macron. Je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais on est à plus de 40%. Enfin, la base électorale du macronisme est très vieillissante. Alors, à plus d'un titre, on peut le caractériser par le parti de la peur. Pendant le Covid, pour des raisons épidémiologiques évidentes. Face à Marine Le Pen, à chaque fois, la peur de perdre vos acquis sociaux, économiques, le grand danger fasciste ou le grand danger socialisant. Donc là aussi, je ne sais pas si dans l'histoire de France, il y a eu un moment où la bascule démographique était aussi accentuée, il me semble que non,
est aussi déséquilibré à une époque où les gens ne font plus d'enfants et notre population vieillit. Ouais, et puis, comment on pourrait le dire, une baisse aussi. Moi, je suis très, très marqué. Et on le retrouve d'ailleurs dans la littérature du 19e siècle, quand la bêtise est un grand sujet flaubertien. Et quand il décrit cette bourgeoisie pseudo-voltairienne d'ailleurs, parce qu'elle n'a retenu de Voltaire que quelques clichés, quelques slogans. Et aujourd'hui, on a, moi je trouve, une baisse du niveau de nos élites, qui parfois d'ailleurs sont des gens peut-être très compétents en statistiques et qui ont réussi des diplômes, mais qui culturellement... Mais il nous reste la syntaxe de Stéphane Séjourné quand même. Oui, alors paraît-il qu'il est handicapé, il a eu des problèmes de dyslexie jeune. Enfin bon, on ne nomme pas un dyslexique à mon avis encore très jeune. Au ministère des Affaires étrangères. C'est comme si on nommait, je ne sais pas, un cul-de-jatte au directeur de l'athlétisme en France. Enfin, c'est aberrant. Mais il y a une baisse du niveau. Hein. Moi, j'ai été marqué quand on voit l'intrigante et en même temps fascinante Rachida Dati, mais que d'aucuns auraient appelé une aventurière il y a quelques années. Quand elle fait son discours, elle arrive au ministère de la Culture, elle ne cite aucun auteur, aucun peintre. Elle dit « j'aime la culture ». Mais enfin voilà, pour rehausser le niveau et parler de l'élite, je voudrais juste revenir donc sur ce fameux numéro 44 de 1983. Pour changer de sujet, je ne parle plus de l'État. Il y a d'autres articles en plus de Guillaume Fay et Pierre Vial. Il y a les 10 ans de la mort de Monterland dont parle notre grand ami Michel Marmin et Alain de Benoît, avec une grande entretien de Philippe de Saint-Robert, qui répond au livre du moment qui est Monterland sans masque, qui est un petit peu Cyprio, qui est un peu polémique. Donc il y a un très bel entretien de Philippe de Saint-Robert dans ce numéro. Et il y a aussi un article délicieux du merveilleux Michel Marmin sur... rappelez-moi... je ne l'ai pas en tête, alors attendez... Contre Hegel, le titre c'est Contre Hegel, sur Laurent. Un antidote contre Hegel. Il y a un antidote contre Hegel, donc je pensais à ça. Parce que c'est vrai qu'il y avait déjà des pages culture. Il y a des pages culture exceptionnelles dans l'élément à l'époque. Rodolphe, on s'aperçoit en fait que, comme beaucoup de souverainistes de maintenant, la fonction de productivité prenant le pas sur la fonction souveraine, c'est pour ça que les souverainistes sont apparus, parce qu'en fait, le souverainisme qui allait de soi dans un État, ne l'est plus. En fait, on est aujourd'hui, comme disait Alain de Benoît, éliminant la notion même de souveraineté pour lui substituer celle de décision gestionnaire. On fait de la gestion aujourd'hui à l'État. Oui, justement, c'est d'autant plus sensible la question de l'État en France qu'on sait pertinemment que la France, quelque part, c'est aussi une création artificielle. C'est des peuples, le peuple basque, les Flamands, les Bretons, les peuples alpins qui ont peu de choses à voir, à part peut-être une origine civilisationnelle européenne, bien évidemment. Mais on voit bien justement que la formation de la France, ça a toujours été la formation de l'État capétien contre Rome, de l'État capétien, mais aussi contre le Saint-Empire romain germanique. Donc aujourd'hui, le délabrement de l'État qu'on connaît par notamment les doctrines néolibérales, justement, rendent la chose d'autant plus sensible. Et justement, là, c'est peut-être, comme on l'a très bien dit au début de l'émission, l'intérêt de ce dossier, c'est qu'aujourd'hui, quand on a une critique de l'État, notamment de l'État-providence, et qui est absolument nécessaire et légitime, on a tendance, à jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors que là, on voit très bien, alors que chez un personnage comme par exemple Alain de Benoît, on pouvait peut-être attendre une critique beaucoup plus acerbe contre l'État. Alain de Benoît, c'est quand même un partisan d'Altusius contre Baudin, et non, on le retrouve justement toujours à nous surprendre, à faire une réévaluation de l'État souverain, de l'État protecteur, et c'est pour ça que même moi, en tant que souverainiste, j'ai trouvé ce dossier tout à fait pertinent. Mais ce qui est drôle, c'est que par exemple, c'était un peu la même chose avec le numéro d'éléments sur la France. Là aussi, on s'attendait à une descente en règle de la France, de la francité, et c'était absolument pas le cas. Et justement, il y avait déjà à l'époque un article de Pierre Vial, je m'en souviens, qui était très intéressant sur le sujet. Pour ajouter à ce que tu dis, je pense sur le souverainisme aussi, les souverainistes que j'ai un peu fréquentés ont eu tendance dans les années 90, face aux traités européens, à travailler sur le juridique et sur le terrain juridique, et à ne pas donner de substance, on va dire, culturelle et philosophique à la question de la souveraineté. Quand on entend Asselineau, au bout d'à peine 2 minutes, on a envie de passer à autre chose, parce que ce n'est pas suffisant. Parce que le paradoxe, c'est que cet État européen, ce système européen, il n'a pas repris le pouvoir de l'État tel qu'il existait avant. Il n'est pas protecteur, il n'a pas d'armée, il n'a pas de police, il n'a rien. Et puis on est dans la même aporie dans les deux cas, c'est-à-dire qu'on envisage l'État où
la fonction supranationale comme un contenant sans contenu. C'est une espèce de patriotisme constitutionnel d'Habermas à l'échelle européenne qu'on retrouve aussi chez les républicains les plus abstraits, déracinés, désincarnés, qui voient dans la France qu'un plébiscite de tous les jours. Là aussi, faire attention, le juridisme ne fait pas tout. Rodolphe, oui, et justement, c'est marrant qu'on évoque Monterland, parce que Monterland, on sait très bien qu'il baignait dans l'univers de la Rome antique. Et on sait très bien que Rome, bien évidemment, c'est l'État, mais c'est aussi les hommes d'État qu'incarnaient. On a les figures de la République romaine, comme Régulus ou Cincinnatus, qui montrent vraiment que, comme vous venez de le dire, Daoud, il y a un État, mais il faut aussi des Français. C'est très bien d'avoir un État français, mais il faut aussi des Français. Et les Français, aujourd'hui, le type humain français, c'est peut-être la chose qui est le plus difficile à produire, si je puis dire. Bon ben voilà, on a quasiment fait le tour. Donc vous pouvez retrouver ce numéro, vous voyez, cette très belle couverture. Je peux dire qu'elle est très belle parce que c'est pas moi qui l'ai faite. Retrouver l'État pourquoi faire. PDF. En PDF, on peut le retrouver en PDF. Et vous avez, alors pour toutes les gens qui sont entre la guerre, entre Guillaume Faye et Alain de Benoît, et ben là vous avez 2 grands articles qui sont signés par Alain de Benoît et Guillaume Faye. C'est rare et c'est précieux et c'est dans les archives d'Éléments. Voilà, nous on se retrouve le mois prochain, Olivier. Oui, exactement, pour un nouvel numéro du Plus d'éléments. Un peu plus d'éléments, voilà. Bonsoir, au revoir, bonjour. Bonjour chez vous. Limite, cher ami. Bonjour chez vous.